Chers Acamiens, bonjour, nous voilà en 2023. Bon, d'accord, déjà depuis un petit moment, mais nous sommes entrés dans l'année du lapin pour les Chinois depuis le 22 janvier, donc il est encore temps de vous souhaiter une année prospère. Et d'ailleurs, nous poursuivons notre série consacrée à la finance. L'argent, un sujet très délicat, bien souvent inconfortable, et aussi peu facile à aborder que la mort ou le sexe pour beaucoup d'entre nous. Ouais, c'est vrai, et c'est pour ça que nous avons tenu à en parler, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, c'est quand même une composante essentielle de nos vies et de nos sociétés. Et oui, certains parlent du nerf de la guerre, ce qui est un peu engageant. Nous préférons l'analogie de Yann Bucaille, qui est un multi-entrepreneur qui se consacre depuis 2010 à des projets solidaires avec sa femme, notamment l'enseigne Café Joyeux, qui emploie essentiellement des personnes handicapées mentales. Il a d'ailleurs remporté le prix de l'entrepreneur social de l'année 2021 du BCG, le Boston Consulting Group, et dans les préfaces du livre M&A for Good, Remettre l'humain au cœur de la finance, qui est écrit par notre invitée du jour, Élodie Legendre, à l'occasion des 15 ans de Seven Stones, le cabinet de conseil en fusion-acquisition qu'elle a fondé, qui est dédié aux entreprises familiales et entrepreneuriales. Oui, donc tu disais dans ce livre, Yann Bucaille y écrit en synthèse, je cite, « L'argent n'est qu'un moyen, un moyen au service de l'homme. Il peut être comparé au sang qui coule dans le corps humain. Le sang se déploie à travers un système particulièrement efficace de veines et d'artères dédiées. Il est alimenté par le cœur, qui régule, bat et adapte son rythme en fonction de l'activité du corps. Si un membre est privé de sang, il s'atrophie et doit être même amputé avant qu'il n'entraîne le reste du corps avec lui. Le drame de notre système financier actuel, c'est qu'il est parfois dévoyé au profit d'un nombre réduit d'individus. » Autrement dit, tous les organes ne sont pas irrigués équitablement, n'est-ce pas ? Ah oui, actuellement dans notre société, c'est bien cela. Et c'est ce pourquoi Élodie Legendre, dans l'avant-propos de son ouvrage, ajoute « La finance au service de l'homme et de la planète n'est aujourd'hui plus une option. Un souhait de bon génie sympathique, pétri d'illusions. C'est une nécessité qui répond aux exigences du temps, aux aspirations des nouvelles générations. » Et oui, celle qui a fait des fusions-acquisitions, merger and acquisition and M&A en anglais, son univers professionnel, vient aujourd'hui nous parler de finance autrement. Il est question d'humanité, de conscience, d'organismes vivants, de culture d'entreprise ô combien précieuse et de projets capitalistiques qui font sens et s'inscrivent dans une durabilité responsable de montagne, selon Élodie, l'un des lieux par excellence de communion entre l'homme et la nature, de grossesse doublement fertile, et oui, un bébé et une entreprise simultanément, drôle de jumeaux. Et même, on va y parler de spiritualité. Et ben voilà comment changer radicalement notre regard sur cet aspect particulier de la finance que sont justement ces fusions-acquisitions, quand notre imaginaire collectif les associe évidemment plus simplement à des histoires de gros sous et d'intérêts privés. Dire qu'il y a quelques mois, cet univers nous était parfaitement étranger. Bah oui, t'as raison. Un petit clin d'œil à l'illustratrice de ce livre, Vanina Gallo, qui nous a mise sans le vouloir, mais il n'y a jamais de hasard, sur la piste d'Élodie. Lucky nous! Et vous? Bonjour Élodie. Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Bonjour Élodie, bienvenue. Bienvenue dans ACAM. Alors, chers auditeurs, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais juste vous dire pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui invité Élodie Legendre sur notre podcast. L'histoire est un peu cocasse, c'est-à-dire que nous étions en train de chercher des gens qui voulaient bien nous parler de la finance avec un autre regard, un regard un peu plus proche de ce que nous, on essaie de vous transmettre sur le bien-être, le mieux vivre, la durabilité, mais au sens aussi un petit peu fun de l'affaire et pas trop sérieux. Et puis, au moment où on se posait ces questions, boum, un jour, je tombe sur le post sur Instagram d'une de mes amies qui s'appelle Vanina Gallo et qui annonce qu'elle vient d'illustrer le livre d'Élodie qui s'appelle M&A, remettre l'humain au cœur de la finance. Je crois que c'est ça, hein, Élodie? Ouais, M&A for Good. M&A. Mariage réussi. Exact. Et là, je me dis, mais c'est exactement ça. Et puis Vanina me répond, mais Anne-Claire,
Cette femme est extraordinaire. Il faut que tu l'aies sur le podcast. Alors, Pression. de loin en loin, puisque Élodie est à Paris, on a fini par se trouver. Donc, Élodie, merci d'avoir accepté cette invitation. Et alors, j'ai envie de te donner la parole en commençant par, évidemment, se présenter. Alors, on peut se présenter d'une manière très formelle, mais je me disais que ça pourrait être mieux de te demander plutôt quels sont les livres, les films, les séries qui te faisaient vibrer un petit peu quand tu étais enfant. Et est-ce que ça aurait par hasard nourri la personne que tu es devenue aujourd'hui et sa vision du monde? Ah ouais, super intéressant. Alors déjà, moi, je rêvais d'être écrivain quand j'étais jeune et ado. Alors, je pense que je rêvais plutôt d'écrire des romans parce que j'ai énormément lu de romans quand j'étais ado. J'avais la chance que ma mère nous avait mis un compte dans une librairie. On avait la possibilité, quand on était enfant, on allait dans cette librairie d'acheter des livres. Donc, on avait budget ouvert, ce qui était assez top. Et moi, ce qui a nourri vraiment mes lectures préférées, c'était, j'ai beaucoup lu de poésie, les Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, bien évidemment, les grands classiques, Bonnefoy aussi, que j'ai adoré, que j'aime toujours d'ailleurs, et puis les romans, et avec un auteur qui m'a vraiment marqué, qui est Romain Gary, pour ce côté enthousiaste, déchiffreur, défricheur plutôt d'idées, et puis avec un parcours hyper original, notamment dans vous savez, ce double prix Goncourt qu'il a eu. Oui, oui, oui. En pseudo. Et voilà, et la littérature m'a beaucoup nourrie, encore aujourd'hui. Et puis dans les films, je crois que j'avais pas du tout les séries, peut-être à part Chapeau melon et bottes de cuir. Mais sinon, c'était les films de De Funès que j'adore et que je regarde toujours avec beaucoup de bonheur et qui fait partie de nos best-of chez Seven Stones, puisqu'on a toujours des répliques de Funès en stock. Excellent. Donc pas mal d'humour et puis je crois sans doute un côté idéaliste, mais parce que je pense qu'on a on a une responsabilité de faire bouger les choses, que ce soit dans la littérature ou dans l'action, et quand les deux sont conjugués, c'est génial. Non, c'est vrai que c'est intéressant de t'entendre dire que tu pars de la poésie, qu'aujourd'hui, peut-être que tu en mets dans son travail, c'est extra, et ça me fait rire parce que j'ai l'impression de faire le chemin croisé vis-à-vis de toi, parce que moi aussi j'ai été énormément nourrie. Je sais pas, Camille, tu vas nous dire par la littérature, les lectures quand j'étais petite. J'ai fait des études de lettres et puis aujourd'hui je m'intéresse à la finance. Enfin, indirectement, pas, je vais pas en faire mon métier, mais je commence à me plonger dans un univers qui pour moi était totalement abscon jusqu'à il y a quelques mois en fait. Peut-être le milieu dans lequel tu vis. Ça aide. Ouais, c'est ça. Alors, sachant que moi, j'aime ce qui me nourrit énormément, c'est justement de ne pas être trop dans mon milieu. Je dirais que je suis assez peu d'ailleurs dans le milieu des financiers. J'ai bossé dans la finance, j'ai bossé dans une banque avant de monter ma boîte. Mais ce qui me passionne au-delà de tout, c'est vraiment les rencontres d'entrepreneurs, d'entreprises familiales, puisque c'est 100% de nos clients sont des entrepreneurs et des entreprises familiales. Et c'est vraiment d'écouter, les écouter nous raconter leurs histoires d'entreprise, parce que pour moi, c'est comme des livres ouverts. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, des romans vécus, excellent. Tous les rebondissements qu'on peut imaginer, les sagas familiales, les trahisons. Mais oui, on n'y pense pas forcément quand on parle de finance comme ça, M&A, fusion, acquisition, c'est pas ce qui nous vient en priorité à l'esprit, quoi. C'est génial. C'est clair. Alors du coup, on peut se questionner sur pourquoi ce nom de Seven Stones. Alors l'explication est clairement sur ton site, mais les auditeurs ne le connaissent a priori pas. Et quelle est la raison d'être de Seven Stones ? Comment elle sert ta mission, qui est de servir tes clients de manière authentique en faisant émerger des solutions au service de l'homme et de la planète ? Ah ouais, alors Seven Stones, bon, alors il fallait trouver un nom, parce que quand même, quand on a une entreprise, il faut trouver un nom, et je voulais un nom qui sonne bien en anglais, parce que j'avais déjà l'idée que la boîte soit potentiellement internationale. Et à l'époque, j'avais un de mes très bons copains, qui est un créatif, qui avait lancé un jeu pour stimuler la créativité dans les entreprises. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de trouver le nom de ma boîte. Il me dit, bah écoute, allez, on teste le jeu là-dessus. Et donc, nous voilà à organiser une soirée avec quelques copains pour trouver le nom de Seven Stones. Et là, on a cherché les éléments qui étaient inspirants. Et donc, dans les éléments d'inspiration, il y a le chiffre 7,
qui est un chiffre d'harmonie dans la création, qui est un chiffre biblique, hein, qui a énormément de signification parce qu'effectivement, il y a l'harmonie qu'on voit bien dans les notes de musique, les couleurs, etc. Et cette tribu Israël, on pourra tous dire plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'assume ma dimension de spiritualité, de connexion à un au-delà de moi qui, je pense, est super important à la fois dans ma vie et dans ma pratique. Donc ça, c'était la première résonance. Et la deuxième, c'est les Stones. Moi, je fais beaucoup de montagne. C'est un élément qui est hyper ressourçant pour moi. Je fais de la haute montagne, de l'escalade, et je dis volontiers que notre métier, c'est deux choses. C'est à la fois construire sur du roc, bâtir sur le roc, et en même temps être pavé dans la mare quand il le faut, c'est-à-dire oser avoir des convictions et les affirmer, notamment pour mettre en œuvre des opérations capitalistiques créatrices de valeur. Donc ça a donné Seven Stones, et puis je dis en rigolant parce que Rolling Stones étaient déjà pris, et puis c'est au passage une super chanson de Genesis que j'aime bien. Bon, alors ça, c'est le nom. Et ensuite, la raison d'être. Et effectivement, j'ai eu la chance, moi, dès le départ, de travailler sur ce que je voulais faire dans ma boîte. Et au fond, quelle était la raison d'être, pourquoi je faisais ça, et de travailler énormément sur les éléments de culture de Seven Stones. Et la raison d'être, elle est profondément liée à notre vocation professionnelle qu'on partage chez Seven Stones, qui est de faire émerger au sens de laisser la liberté du choix et de mettre en œuvre ensuite des opérations créatrices de valeur. Et quand je dis de créatrices de valeur, c'est que c'est un sens de la finance qui est service de l'homme et de la planète et pas l'inverse. Parce que dans beaucoup de cas, on voit la finance qui asservit potentiellement l'humain, et c'est toujours d'ailleurs ce qui est décrié. Hein. Souvenez-vous, enfin nous, un des présidents français avait quand même dit que son premier ennemi, c'était la finance. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une partie de l'humanité considère la finance comme étant un élément d'asservissement. Et ça peut évidemment être le cas, je ne le nie pas du tout. Donc c'est à l'inverse, comment est-ce que la finance peut être fidèle à son projet d'origine qui est de faire advenir. Et donc nous, c'est notre vocation, c'est ça qu'on sert, et avec une cible de clientèle qui est très claire, qui est nos clients sont des entrepreneurs, des entreprises familiales. C'est ça qu'on veut viser, c'est assurer la pérennité, assurer leur développement, faire qu'on ait des PME qui deviennent des ETI, et qu'on ait une capacité à les transmettre de génération en génération, parce qu'une autre chose qui me tient vraiment à cœur, et qui était d'ailleurs le premier objet d'étude quand j'ai fait un premier mémoire en DESS en fac, j'avais fait un mémoire sur la culture d'entreprise. Je suis absolument convaincue qu'une des forces extraordinaires des entreprises, à laquelle on revient d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, c'est la culture. C'est la culture au sens de ce ciment extraordinaire qui existe entre les êtres, mais qui est un élément d'identité profond, qu'on doit du coup travailler. C'est pour ça que nous, on travaille énormément sur les critères extra-financiers, mais on y reviendra plus tard. Mais qui fait que, parce qu'on est fidèle à sa culture, on va devenir performant, on va attirer des gens. Et le jour où on cède sa boîte, où on s'associe avec quelqu'un, la culture est un élément hyper essentiel à prendre en considération dans un mariage. Et c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs retranscrire dans le titre du livre M&A for Good, le guide des mariages réussis. C'est parce que pour se marier dans la vraie vie, hein, d'ailleurs aussi entre les personnes et dans les entreprises, il faut être conscient de cette dimension culturelle, de ce qui nous constitue profondément pour que le match soit le bon. Alors, Élodie, ça me fait rire ce que tu racontes. C'est génial parce que quand même, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous sommes dans une année 7. Et le 7, c'est aussi ce chiffre qui monte vers les cieux avec des échelons. En fait, la barre n'est qu'une des barres qu'on peut franchir en allant vers plus de conscience. Et ce que tu dis, c'est vraiment le projet que tu portes, ça ressemble vraiment à ça. Je trouve que c'est formidable. Et ce lien avec la culture, donc partir de l'ancrage de ce qui est là, ce qui est existant, pour s'élever vers plus haut, plus loin, ne voulant pas forcément dire vers encore plus, mais plus de conscience. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme démarche. Et petite anecdote aussi, je ne sais pas si tu es au courant, mais Seven Stones, j'arrive pas à retrouver l'auteur, mais c'est aussi un opéra contemporain. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a été donné il y a quelques années dans le cadre du festival, je crois que c'était d'Aix-en-Provence, peut-être Avignon, mais je crois que c'était l'un ou l'autre. Et ce qui m'a fait rire en faisant les recherches pour le podcast d'aujourd'hui, c'est que je me suis aperçue qu'à Luxembourg, le Luxemburger Wort avait fait une critique sur cet opéra. Donc, je me suis dit vraiment tout est lié. J'adore ces genres de synchronicité. Merci de me dire à la fois qu'on est une année 7. Moi, je l'avais même pas repéré, donc c'est magnifique. Et puis qu'il y a un opéra Seven Stones, ça c'est super.
Ouais, voilà, tire à voir parce que j'avais écouté la chanson de Genesis chantée par Peter Gabriel. Faut quand même le dire. C'était l'époque Ouais. avant Phil Collins, c'était chouette. Ah non, mais c'est vraiment c'est intéressant et cette notion de pierre aussi qui a deux sens en fait, à la fois du dur et de je peux m'appuyer dessus, je peux m'élever avec ça, c'est top. Alors dans notre cas, à CAM, c'est donné un peu pour mission justement de mettre en avant des projets comme le tien, comme le vôtre, qui œuvrent pour un mieux-être individuel, collectif, planétaire. Donc Sevenstone en fait effectivement partie. Alors, et c'est ce que je disais juste avant, quand on entend fusion, acquisition, M&A en anglais, on se dit de prime abord, on pense pas forcément à la durabilité, la culture, enfin tout ce que tu disais, qui sont en fait hyper importantes, mais spontanément dans notre cerveau, c'est pas plutôt ça qui vient. On dirait que oui, moi j'associerais ça à des problèmes de sous, d'héritage, que sais-je, mais toi, tu en as vraiment une autre lecture. Alors, je t'avais effectivement entendu dire que la finance est pour toi au service de l'homme et de la planète, mais il y a une autre chose que je voulais dire à nos auditeurs que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est dans je sais plus qui est-ce qui fait la préface de ton livre, je crois, et qui parle qui fait la comparaison. Yann Bucaille, ouais, qui est le fondateur des Cafés Joyeux. Voilà, et alors là aussi, c'est quand même joyeux, c'est top pour nous qui aimons être dans la joie. Qui fait la comparaison. Il y en a un qui vient d'ouvrir à Bruxelles. Je vous dis, foncez-y, il est génial. Merci, tu te tuyau. Donc lui fait la comparaison entre le quand même, c'est plus proche que Paris, peut-être le Bruxelles, je sais pas. Alors oui, c'est plus proche en distance, mais en train, il vaut mieux aller à Paris, on met moins de temps. Alors vous viendrez, il y en a plein à Paris, pas très loin d'ailleurs de la gare. Mais en tout cas, il y en a et peut-être qu'il va y en avoir un au Luxembourg. Ce serait une bonne idée, ça. Ah, il faut connecter les choses et les gens intéressants. C'est aussi une de nos missions, ça. Donc, il fait la comparaison entre la finance et le sang dans le corps humain, qui lie le tout, et la manière dont il dit, si un membre n'est pas irrigué correctement, à terme, on va devoir le couper, et c'est ce que nous, on veut pas. Je trouvais que c'était aussi une jolie métaphore, parce que finalement, et tu l'as dit en introduction de votre raison d'être de Sevenstone, la finance, c'est pas uniquement une question juste de gros sous. Évidemment, c'est pas qu'une question de gros sous. J'ai envie de dire, les gros sous, c'est la fin du truc. C'est quand, in fine, on a fait une opération et qu'on a trouvé ses financements, etc. Moi, pourquoi est-ce que j'ai créé Sevenstone ? C'est intéressant peut-être de revenir à ça, parce que le fil conducteur, il est là. Moi, je croisais en permanence des dirigeants d'entreprise qui, au fond, ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils avaient, dans les boîtes familiales, il y avait la tante Michu au conseil qui passait son temps à poser des questions, qui n'était pas alignée avec ce que devait faire le dirigeant, qui était hyper critique, qui attendait ses dividendes, et finalement, ça crée un conflit dans l'entreprise. Il y avait le père et le fils qui avaient du mal à générer leur passage de témoin. Il y avait la start-up qui avait besoin de lever de l'argent et qui se disait « mais comment je vais arriver à trouver ces fonds ? C'est super compliqué, j'y comprends rien, etc. » Et puis, avec beaucoup d'illusions sur la finance, et je pense aussi un des excès d'aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de tous les entrepreneurs qui ont réussi, qui ont gagné des millions, etc. Mais on ne parle pas de tout le parcours qu'ils ont eu, avec toutes les difficultés qu'ils ont eu à passer pour en arriver là. Et puis, on parle bien évidemment pas de ceux qui ont du mal et qui ratent. Et moi, je me suis dit, il y a une chose qui manque dans le M&A, vraiment tel que je le voyais pratiquer, c'était la dimension du conseil. Revenir au fond, pourquoi tu veux faire cette opération. Ça, c'était un des éléments qui était hyper important pour moi. C'est-à-dire aider les gens à faire un choix en conscience sur quelle est la bonne opération pour moi, et pas écouter en gros les sirènes qui vous disent « mais vends ta boîte, associe-toi, ou ton capital », alors qu'en fait, on n'est peut-être pas fait pour ça. Moi, je vois des gens qui me disent « je veux lever de l'argent, c'est génial, mais alors en revanche, partager le pouvoir et rendre des comptes, non. » Écoute, c'est bon, on va aller trouver un financement bancaire, ça suffira, tu feras ton cash out, tu seras content. Et puis, il y avait tous ceux qui disaient moi, je veux vendre parce qu'on me dit que c'est le bon moment, parce que j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai un très bon prix pour ta entreprise, et en fait, qui ne veut pas du tout vendre parce que sa vie, c'est sa boîte. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai sujet, c'est premièrement remettre le conseil au cœur du dispositif. La deuxième chose, c'est vous savez, la question inaugurale que nous posent nos clients, c'est quelle est la valeur de ma boîte, combien elle vaut. Donc, on est presque dans un étiage toujours financier. C'est X millions, 100 000, etc.
Et donc, on ramène tout à la finance. Or, in fine, l'essentiel, c'est de repartir de qu'est-ce que je suis et de ce qui fait ma singularité. Parce que c'est là qu'est la valeur de l'entreprise. Et une des choses qu'on avait constatées dès le départ, c'était de se dire que si on s'en tient qu'à des agrégats financiers, effectivement, on va dire c'est un multiple de X fois l'EBITDA, etc. Enfin bref, un multiple de ta rentabilité ou de ton résultat net. Enfin bref, des considérations purement financières, mais qui peuvent énormément varier, c'est-à-dire le multiple peut énormément varier en fonction de la singularité de ton entreprise. Et c'est pour ça que nous, on écrit « L'entreprise est un organisme vivant » et c'est ça qu'on va arriver à cultiver, c'est-à-dire vos singularités qui vont faire votre valeur. Et donc, on ne va pas s'intéresser, et dès le départ, on l'a fait, on ne va pas s'intéresser uniquement à vos chiffres. Vos chiffres, ça raconte une histoire, c'est sûr, mais vos chiffres, pas traduits, sans histoire au sens de l'equity story, ils ne veulent rien dire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre de ce que vous êtes vous en tant qu'entrepreneur, de ce que vous avez fait dans votre entreprise, de ce qui la rend unique, et vous allez me la raconter. Et pour ça, on a développé une méthodologie qu'on appelle l'ADN check, qui revient à cette idée du corps humain, qui est, au fond, qu'est-ce qui me constitue dans toutes mes dimensions, et pas uniquement dans la dimension financière, qui est, à mon sens, le petit bout de la lorgnette, même si ça fait partie, évidemment, de notre métier, et que je ne nie pas son importance. Je dis simplement que le critère extra-financier, c'est hyper important de les prendre en considération. Et puis, l'autre conviction forte, moi, qui m'animait, c'était de dire, comme dans la vie, on n'est pas fait pour se marier avec tout le monde, je pense que tous les gens qui nous écouteront seront d'accord avec ça, on pourrait imaginer que c'est possible, mais en fait, non, on a vraiment des affinités avec telle ou telle personnalité, avec telle ou telle chose, parce qu'on est en résonance. Et c'est la même chose dans l'investissement, c'est la même chose dans la finance. On a la chance d'avoir plein de solutions possibles. L'important, c'est de trouver la bonne. Donc, d'ailleurs, d'avoir la possibilité de réfléchir au scénario possible, mais surtout quand on va s'associer, d'aller trouver ce que j'appelle la bonne contrepartie. C'est-à-dire la personne avec laquelle on va se dire, mais ouais, je vais bien m'associer, et ça va se traduire par des accords qui seront équilibrés. Parce que on voit beaucoup la finance comme un monde, vous savez, de rapports de force, les bons... les puissants contre les faibles, etc. Il y a un côté très caricatural qui, moi, me déplaît fortement. Et puis, dans un mode de négociation très tendu, très sharp, voire shark au sens du requin, je me dis, oui, moi, régulièrement, d'ailleurs, j'ai certains de mes confrères qui me disent en rigolant, mais Elodie, tu sais, la finance, c'est pas les bisounours. Oui, ok, j'entends. Et je ne suis pas dupe de ça. En revanche, je pense qu'on peut avoir une manière bienveillante de faire émerger des accords simplement en écoutant les parties et en étant dans une logique de construction sur la base des intérêts et non pas des positions. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime. Tout le monde dans notre équipe est formé d'ailleurs à ce qu'on appelle la négociation Harvard, c'est-à-dire la négociation raisonnée. Comment est-ce que tu vas faire advenir dans une discussion une logique où on n'est pas en train de partager un gâteau, si je résume, mais comment est-ce qu'on va faire des gâteaux ensemble pour qu'il y en ait plus ? Et ça change tout en termes de positionnement, en termes de manière de faire. Parce qu'on n'est pas en train de se dire, toi, tu as ta position, moi j'ai la mienne, et on va être dans un fight pour savoir quelle est la bonne et qui va l'emporter. On est dans une logique de négociation, très inspirée d'ailleurs de la communication non violente. Moi, je suis formée à la communication non violente et je pense que ça m'a changé à la fois j'espère, mon rapport au monde, mon rapport aux autres et peut-être aussi une certaine vision de la négociation et que j'ai envie de pouvoir diffuser largement. C'est-à-dire que on peut faire des affaires où il y a vraiment un mode gagnant-gagnant et où on assure la pérennité en écoutant les parties. Ça ne veut pas dire qu'un deal n'est pas compliqué, hein, ça ne supprime pas le côté abrasif, le côté potentiellement conflictuel à certains moments, mais il y a une manière de faire. Et je le disais dans les vœux que j'ai écrits à mon équipe, je pense que dans la vie, le style, ça change tout, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'entre une proposition qui vous est faite de manière qui est financièrement très intéressante, mais qui n'est pas respectueuse de l'humain, où vous avez des accords tordus, où ça se passe pas bien, vous voyez, où c'est un accouchement hyper douloureux, et des gens qui peut-être moins attractifs en termes de prix, mais où vraiment vous sentez qu'il y a un énorme fit, qu'il va y avoir un respect de ce que vous êtes, de vos valeurs, de votre boîte et des gens qui la constituent, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, le choix est fait.
Et c'est ça, moi, que j'ai envie de prôner. Désolée, je suis peut-être un peu longue, mais c'est vraiment ça le sel de la finance. Et c'est là où la finance prend tout son sens. Et c'est un métier hyper noble et que je suis, dans ce cas-là, hyper fière de servir. Et nous, hyper fiers de te laisser la parole pour que tu puisses nous en parler sous cet angle-là. Effectivement, je pense que c'est pour ça que tu as ta place pleinement dans notre podcast. Et donc, on a aimé lire un petit peu pêle-mêle sur ton site de Seven Stones des mots comme créativité, l'entreprise est un organisme vivant, poser un choix en conséquence, privilégier la bienveillance, c'est un peu ce que tu disais juste avant. Comment est-ce que c'est reçu par tes clients? Au-delà du vocabulaire, comment est-ce que tu abordes ces notions avec eux? Toi qui dis, je cite, « Les opérations capitalistiques ne peuvent être appréhendées uniquement comme des transactions financières ». Alors, je pense que c'est assumer un parti pris. Déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire que nous, on le dit à nos clients, on revendique notre côté différent. Je dis souvent, on a peut-être une manière un peu décalée de faire de la finance, mais je pense que c'est très lié, moi, à la manière dont j'ai commencé avec la personne qui m'a permis de venir à ce métier, parce que c'était pas mon métier d'origine, mais qui était quelqu'un d'hyper original et qui justement avait été un matheux à la base, mais qui comprenait hyper bien évidemment tous ces aspects de valorisation, mais qui avait une énorme originalité dans l'idée d'approcher les choses, et c'est avec lui qu'on a construit cette méthodologie d'ADN Check. Donc, comment est-ce qu'ils le reçoivent? J'ai envie de dire, il y a une question d'éducation, c'est évident, parce que une partie de notre métier consiste à séduire les entrepreneurs, et c'est bien compréhensible par l'aspect du chiffre et de la valeur. Notamment, une des tentations qu'on peut avoir, c'est de se dire, je vais vous dire, même si je ne connais pas beaucoup votre entreprise, qu'elle vaut potentiellement beaucoup parce qu'il y a des transactions comparables, etc. Sauf que comparaison n'est pas raison, parce que justement parce que les sociétés sont uniques, c'est pas parce qu'une entreprise comparable s'est vendue 5 fois ou 10 fois que mon entreprise va valoir 5 fois ou 10 fois. Il y a évidemment la singularité qui va faire le plus ou dans certains cas le moins. Donc ça peut être une tentation. Nous, on revendique de dire nous, on ne va pas valoriser votre entreprise si on ne la connaît pas. On peut vous donner des indicateurs de ce qui existe chez vos concurrents, des transactions qui ont eu lieu, etc. Ça va vous donner un élément, ça donne, j'ai envie de dire, le fond d'écran. Mais la réalité du paysage, c'est avec vous qu'on va la construire. On va voir ce qu'il y a vraiment dans votre jardin, ce qui fait qu'il y a toutes ces fleurs dont on va pouvoir parler et qu'on va pouvoir mettre en bouquet pour les présenter à des acquéreurs si c'est ça que vous voulez faire. Et après, je pense que il y a effectivement des clients qui sont sensibles, vraiment qui sont sensibles à ce discours parce qu'ils ont conscience, et je pense qu'ils sont aussi dans une logique de fierté de l'appartenance culturelle, enfin de tout ce qu'ils ont créé, et puis qu'ils vont se dire oui, c'est génial. Et puis c'est accepter une méthodologie où on dit vous savez, pour faire un marathon, il faut se préparer, et c'est vrai, parce que sinon on subit et on a mal. Et dans les deals de M&A, c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand on y va comme ça tête baissée sans s'être trop préparé, on peut vraiment en avoir beaucoup de déconvenus parce que justement on va avoir à subir des questionnements auxquels on n'est pas habitué, on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, et donc nous, notre rôle, c'est un peu quand même le cocooning des clients, c'est de leur dire déjà on est hyper dispo, posez-nous toutes les questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, nous on connaît ce métier, donc on baigne dedans, donc de même que vous, dans vos métiers, vous avez un jargon, vous avez des terminologies, vous avez une connaissance qui fait que moi, il y a plein de choses que je comprendrai pas, et donc j'aurais besoin de vous poser les questions. Mais nous, c'est pareil, il faut qu'on soit dans une logique pédagogique et d'explicitation pour rassurer, parce que les opérations capitalistiques, quelles qu'elles soient, ce sont des périodes hyper stressantes pour les dirigeants, parce que c'est pas leur cœur de quotidien, parce qu'il y a d'énormes enjeux, notamment des enjeux de valeur, c'est évident, mais des enjeux de partage de pouvoir, des enjeux de développement de leur entreprise, des enjeux de questionnement stratégique. Oui, je prends souvent cette comparaison, mais quand vous êtes dans une opération comme ça d'ouverture du capital ou de cession, en gros, c'est comme si vous alliez chez le médecin pour faire un check-up et qu'on vous déshabille et qu'on vous fait passer toutes les analyses sous toutes les coutures. Et là, vous vous dites, ouh là là, est-ce que j'ai pas un cancer à gauche? Est-ce que j'ai pas un os qui est mal branché? Vous voyez, en fait, on est dans une logique de mettre à nu une personne. Et on sait bien, c'est pas si évident que ça, là, de se mettre à nu.
Donc, nous, notre travail, c'est d'aider les dirigeants à vivre le mieux possible ce questionnement qui va être interpellant. Et puis de les préparer pour que si par hasard on voit qu'il y a un petit truc qui va un peu moins bien, parce que quand comme je prends souvent cette image, quand on soulève la robe de la marinière, on voit que finalement elle a une jambe de bois, qu'on prépare à dire, écoutez, voilà, il y a une jambe de bois, mais en fait c'est génial parce qu'elle sait danser comme une autre femme. Donc vous voyez, c'est arriver à décoder les opérations capitalistiques pour les rendre beaucoup plus compréhensibles à nos clients et puis les accompagner dans les hauts et les bas d'une opération, en mettant énormément d'humains. Donc vraiment dans ce temps, moi il y a des clients à qui je dis, c'est un peu comme si vous alliez sur le divan, parce qu'il y a ce questionnement inaugural qu'on va faire ensemble pour savoir ce que vous allez vraiment vouloir faire. Et c'est ça qui rend mon métier hyper passionnant, parce que l'humain est au cœur de la dynamique tout le temps. Et ça, c'est vraiment interpellant de se rendre compte qu'effectivement, il y a plus le lion, on va dire que c'est la finance, mais on le dit toujours, on parle de ressources humaines dans une entreprise, mais finalement, ça va même au-delà de cette conception. C'est toute une histoire, c'est toute une culture, et on sent bien que votre approche chez Seven Stones, c'est vraiment tout est ouvert en fait, qu'il n'y a pas juste, tu sais l'analogie avec le médecin, c'est pas juste le médecin qui va regarder juste le cœur, mais en fait le cœur fonctionne peut-être bien ou pas bien, mais à côté le poumon va peut-être ou le rein qui est lié au cœur, lui est en souffrance quoi. Vous avez finalement cette approche holistique qui est vraiment passionnante. Oui, et puis en utilisant les médecines douces. Exactement, c'est bien ce qu'on avait entendu. Alors, ça, est-ce que alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais vous avez décidé d'être une société à mission, et ce qui, évidemment, c'est assez novateur, ça peut sembler un peu tordre le cou aux préjugés, mais au-delà de ça, est-ce que, tu l'as déjà un peu expliqué, mais est-ce que ça se traduit d'une manière un peu particulière vis-à-vis des clients? Et j'aurais envie de dire peut-être que aussi en s'affichant de cette manière-là, on attire aussi un certain type de client. On ne va pas attirer tout le monde. Alors ça, je sais pas encore, parce que je pense que la notion d'entreprise à mission, nous c'est quelque chose qu'on a fait et sur lequel on n'a pas beaucoup communiqué. Je vois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait d'ailleurs de manière plus offensive. Nous on l'a fait parce qu'on l'a fait dans le cadre d'une réflexion. On s'est dit finalement l'aboutissement pour nous de toute notre démarche, c'est évidemment de passer entreprise à mission, parce que notre mission notre raison d'être, elle se décline dans 3 missions par rapport à des parties prenantes spécifiques. Si on s'intéresse à nos clients, qu'est-ce qu'on va faire? C'est finalement les aider à être révélateurs d'impact. Les aider, on va leur révéler l'impact, c'est vraiment ça qu'on veut faire vis-à-vis d'eux, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui finalement ne sont pas dans l'impact, parce qu'elles ne sont pas nées dans ce monde de la circularité ou du bio ou je ne sais pas quoi, mais pour autant elles ont de l'impact. Elles ont de l'impact à la fois dans leur environnement, sur les gens qu'elles embauchent, sur leur industrie, etc. Et très souvent, moi je suis interpellée quand on passe en revue notre questionnaire et qu'on aborde ces questions d'impact, les clients nous disent attendez, mais moi je crois que je fais rien là-dedans, et finalement on arrive à faire ressortir tout l'impact qu'elles ont, notamment sur la partie humaine, organisationnelle, etc. Donc nous, un des premiers engagements qu'on a pris, c'est comment on peut être révélateur et facilitateur d'impact chez nos clients, en les mettant aussi en lien avec les bons instituts, les sociétés qui font justement des mesures d'impact, etc. Parce que c'est un environnement où je crois qu'il y a énormément, il y a une nécessité de stimuler et faire advenir des interactions entre des personnes, parce qu'on a un client qui l'a fait, parce qu'on connaît quelqu'un, etc. Donc, mettre en branle un écosystème pour que justement ceux qui ne sont pas impact native puissent en avoir, et puis ceux qui sont impact native aient aussi une capacité à déployer encore plus leur impact et avoir les bons soutiens financiers qui vont comprendre leur projet et être congruents. Donc ça, c'est notre premier engagement. Notre deuxième engagement, il concerne les forces vives de Seven Stones. Moi, je me suis dit, déjà, on a une manière de faire au sein de Seven Stones qui est assez particulière. Vous savez, les boîtes de fusion-acquisition, elles sont souvent comparées à des usines à esclaves modernes où les mecs bossent jusqu'à 3h du matin quand ils sont jeunes, on ne sait pas plus, et avec un mode très, très intensif
et donc peu soucieux de l'équilibre de vie. Moi, j'ai la chance, peut-être parce que je suis une femme, d'avoir monté cette boîte. Et quand j'ai monté cette boîte, j'ai commencé très très fort en étant enceinte. J'ai créé ma boîte, j'ai inscrit ma boîte au registre du commerce. Et j'ai appris une semaine après que j'étais enceinte et je me suis retrouvée 6 mois allongée. Donc c'était fort. Et j'ai fait mon premier closing avec un client au lit. Donc alité, je l'ai invité sur mon canapé avec d'autres pour finir le truc. Et je me suis dit, et après j'ai allaité mon Melchior pendant quand même presque un an. Et donc j'avais dit à mes clients, bah écoutez, voilà, j'ai suffisamment attendu pour l'amener au bureau. Et il y avait un de mes clients qui avait surnommé le conseil d'administration, parce que dès qu'il pleurait, il disait le conseil d'administration réclame, je pense qu'il faut que vous vous en occupiez. Je vous raconte cette anecdote parce que j'ai envie que ça inspire aussi peut-être un certain nombre de femmes à oser aller dans des métiers comme les nôtres, qui sont en fait des métiers absolument fantastiques et où on a très peu de femmes qui viennent. Ouais, vraiment, nous, on fait de la discrimination qu'on essaie positive, mais il y a très peu de femmes dans nos métiers. Et donc, pour revenir à l'engagement qu'on a pris par rapport à nos collaborateurs, c'est la dimension d'une croissance équilibrée et fédératrice, où vraiment on travaille notre culture et où on s'engage collectivement pour des enjeux qui ont du sens pour nous. Donc, dans les enjeux de demain, donc c'est donner du temps à titre personnel, c'est croître ensemble, c'est comment est-ce qu'on investit dans le capital humain chez nous, vous voyez, mais dans des formations sur le leadership personnel, sur la fédération de l'équipe est un élément hyper important. On fait 2 séminaires par an, on fait bien évidemment une partie un peu développement personnel, mais on va faire des trucs ensemble, on va faire du ski, on va faire de la montagne, on va faire du kite, enfin on fait des trucs assez sportifs, mais pour aller découvrir et puis vivre une expérience collective. Et puis, c'est dans le respect des horaires, dans le respect de l'équilibre de vie, du bien-être, vous voyez, d'avoir des bureaux qui soient résonnants. Enfin, c'est tout ça, c'est pas, vous voyez, c'est une finance habitée et pas une finance déraisonnée. Et puis s'engager, on est en train de réfléchir à créer un fonds de dotation qui a pour objectif, si vous voulez, de soutenir des projets qui sont portés par toutes les forces de vivre de Seven Stones et qui ont trait justement à cette dimension de bien commun au sens du bien commun, mais pas seulement, vous voyez, l'environnement, la planète, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on fait advenir le bien commun par nos actions. Et puis le troisième, c'est vis-à-vis de l'écosystème, c'est être un élément, si vous voulez, vraiment à la fois de prise de conscience et d'émergence d'une finance durable, mais qui ne se cantonne pas à la création des fonds impact et du greenwashing un peu facile. C'est comment est-ce qu'on fait bouger un peu les lignes, comment est-ce qu'on interpelle aussi intelligemment sur des sujets de critères de rentabilité, sur la durée d'investissement, sur les choix, etc. C'est participer, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'il en faut énormément, en étant un des colibris qui fait bouger la finance, en étant, encore une fois, dans un peu plus de raison, parce que je pense qu'il y a quand même, évidemment, des dérapages, et qu'il y a d'énormes enjeux derrière la finance et derrière l'excès d'argent qui peut être aujourd'hui constaté. Quand vous voyez les GAFAM qui ont des sommes d'argent absolument colossales pour investir dans des sociétés, il y a évidemment derrière des choix de sociétés qui sont faits. Et je pense qu'il faut avoir une conscience de ce que ces choix impliquent, notamment en matière de transhumanisme, en matière de contrôle des données personnelles, etc. Et moi, je me dis, à ma petite mesure, et encore une fois très modestement, si je peux participer à ce qu'il y ait une forme d'éveil de conscience sur les conséquences de nos actions et de nos choix, eh bien, je pense que j'aurais fait un bout du job. Et voilà. Ah alors on est dans la même, on vibre sur la même corde, dans la même philosophie. On pourrait être ensemble encordés pour affronter les montagnes que tu aimes tant, gravir les sommets ce qui peut faire à la fois envie, mais ça peut aussi donner le tournis, le vertige. Et puis on sait bien que la haute montagne, ça requiert de la connaissance, de la pratique, et puis aussi de l'humilité. Et je pense que c'est vraiment ce que tu décris là, quand tu dis à ma petite mesure. Je pense qu'elle n'est pas petite, elle est énorme, parce que peu de gens se posent ces questions. Et ce que nous ressentons, est-ce que on peut vraiment percevoir, ne serait-ce que sur le site et à travers le livre dont tu vas parler après, c'est vraiment cette conscience qui nous anime aussi, ces réflexions que vous menez et qui vous poussent vers à incarner ce que vous proposez à vos clients, ce qui est quand même assez peu fréquent, parce qu'il y a souvent du fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Et là, on est Camille, je sais pas ce que tu en penses, mais on est vraiment dans quelque chose de très, très novateur et très intéressant. C'est clair, très, très concret, ça nous parle pleinement, ça.
Et donc pour rebondir sur le livre, d'ailleurs, donc ce fameux livre M&A for Good, remettre l'humain au cœur de la finance, vous l'avez écrit donc pour célébrer les 15 ans de votre entreprise. C'est vraiment une valeur forte, c'est le fer de lance que vous essayez de porter, ce message haut et fort. Vous l'avez voulu assez ludique, dynamique, imagé, comme un peu un carnet de route pour mariage heureux. Pourquoi avoir pris la plume? Qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire, et qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de le lire en révélant peut-être l'une ou l'autre pépite qu'il contient? Dis-nous plus un petit peu sur ce livre. Alors écrire, j'adore écrire. Je vous disais, je rêvais d'être écrivain, donc je disais à ma grand-mère, j'écrirais des romans. C'est pas un roman, hein, mais bon. Mais quand même, j'avais à cœur en fait de partager de manière très simple et pédagogique, j'ai envie de dire, les clés de mon métier. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est un métier complexe qu'on peut pas le simplifier. Et puis parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant quand vous avez des entrepreneurs qui face à vous ont simplement un peu compris déjà comment ça se passe, et puis comprennent tous les mots qu'on utilise dans notre jargon. Vous voyez, le LBO, les trucs comme ça, on a plein la bouche. Le M&A, mon fils me disait, ma maman, elle fait du M&M's. Ouais. Oui. J'ai pas que des bonbons dans mon sac, et en plus j'aime pas du tout les bonbons, mais vous voyez, c'est juste pour rire de ça. Mais et ce que j'avais envie de décrire, c'était toutes les étapes d'un processus de fusion-acquisition, poser les questions, à mettre en évidence aussi la spécificité des entreprises familiales, parce qu'il y a des dynamiques spécifiques aux entreprises familiales, mettre en évidence le sens qu'il y a à tenter la voie de la médiation quand on est en conflit, plutôt que de s'écharper devant les prétoires. Enfin, il y avait toutes ces dimensions-là. Et puis passer un message, encore une fois, d'enthousiasme, mais en invitant les dirigeants à se poser des questions. Et donc, je l'ai conçu comme un carnet de bord, mais surtout, ce que je voulais, c'était un bouquin qui finalement nous ressemble. C'est-à-dire un bouquin où il y avait quand même un peu de technique, parce que, pour que les gens arrivent à l'appréhender, en comprendre les ressorts, etc., que ce soit un peu, vous voyez, c'est pas le M&A pour les nuls du tout, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'ai conçu, mais c'est comprendre les choses, avoir un parti pris fort qui est, écoutez, franchement, votre singularité, c'est votre valeur, il n'y a pas que vos chiffres dans la vie, il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles se marier, donc osez être exigeant, osez vraiment être exigeant, mettez des critères quand vous voulez sélectionner les gens avec qui vous associez. Et puis, il y a un certain nombre de passages obligés. La lettre d'amour, de la lettre d'intention en est un, le protocole d'accord en est un. Et donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Je vous fais passer derrière le rideau du décor de théâtre dans lequel on est, parce qu'il y a un côté très théâtral et très amusant. Mais venez, je vais vous raconter comment ça marche. Et ce que je voulais, c'est que les lecteurs puissent s'y retrouver, mais ceux qui sont très visuels puissent aussi s'amuser. Et donc, c'est comme ça que je connais Vanina depuis longtemps. J'adore travailler avec Vanina. Et je lui ai dit, écoute Vanina, est-ce que tu serais OK pour illustrer le livre? Mais on se lâche, on fait un truc vraiment drôle. Et on l'a conçu comme ça. Et donc, on a illustré avec Vanina, et j'adore sa façon de travailler, parce que, en gros, elle me demandait de raconter les chapitres, et elle les illustrait en même temps. Et je me retrouve 100% dans ce qui a été produit. Et puis, il est joli parce qu'il est orange et bleu, et que j'adore l'orange et le bleu. Et donc, vous voyez, c'est un bel objet. Il y a des clients qui me disent, ah, tu sais, nous, on a regardé toutes les illustrations, ça a été génial, parce qu'après, ça nous a donné envie de lire le reste. Il y en a qui disent, moi, j'ai répondu à toutes les questions. Et je suis allée il y a un mois à un rendez-vous. J'avais envoyé le livre à la personne, et qu'il avait annoté, qu'il avait stabilo-bossé, et qu'il y avait 2 heures de questions. Et je me suis dit, si rien, vous voyez, si simplement ça a servi à ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'était une manière de raconter le métier, j'ai envie de dire, simplement avec le cœur, et puis autour de la métaphore de la montagne, parce que c'est vrai que j'ai pris celle-là parce que elle me parle beaucoup, mais parce que c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Claire, la cordée dans nos métiers, c'est super important, c'est-à-dire faire une bonne cordée avec nos clients, bien évidemment en équipe, parce qu'on est plusieurs, et sachant que on a plein de voies d'accès à un sommet. On peut choisir les plus simples, les plus compliquées, etc. Et à partir de là, ce qui est important, c'est de choisir celle qui nous convient. Et c'est tout notre boulot, c'est d'essayer de choisir la voie et de la gravir au pas à pas, dans le temps qu'il faut, en accélérant quand il faut, en se mettant au refuge quand il y a une tempête, et en même temps dans cette euphorie fantastique du sommet quand on est arrivé, et en se disant que il faut redescendre dans la vallée, et c'est là que tout commence.
En tous les cas, cette collaboration avec Vanina s'est traduit par un article qu'elle a publié sur son site The Joyful Way. Et je te cite, je lis un petit passage que j'ai trouvé génial. Elle dit « Si Élodie œuvre au mariage heureux des entreprises qu'elle accompagne en mettant l'accent sur une création de valeur à la fois humaine et financière, notre collaboration sur son livre fut elle aussi parfaitement heureuse. » Car celle-ci partait d'un principe qui me sied à merveille, marier le fond et la forme, le fond étant foncièrement beau et bon. Donc, ça fait plaisir à lire et je pense que l'ouvrage, on vous invite franchement à aller le consulter, le lire. Il est vraiment beau et il est accessible même pour des gens. Alors, on ne peut peut-être pas tout suivre, mais en tous les cas, ça donne envie de plonger dans un univers inconnu. Alors, comme justement chez nous, ACAM a pour habitude de demander à ses invités de donner aux auditeurs des clés pour se mettre en action, pour devenir aussi un peu, chacun acteur du changement, qu'est-ce que toi, tu pourrais proposer à ceux qui nous écoutent pour contribuer au bien commun et pour créer de la valeur durable, peut-être en tant qu'entrepreneur, peut-être en tant que citoyen, peut-être une action qui soit en lien ou non d'ailleurs avec ton métier. Comment se mettre en lien? Moi, je pense que comment se mettre en marche. Donc, j'ai répondu comment se mettre en lien. C'est intéressant parce que oui. Je pense que ma réponse est là. Oui. C'est se mettre en lien. Et c'est, je pense que notre monde crève du lien, de l'absence de lien ou en tout cas de la virtualité du lien. Et que moi, je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à l'incarnation et à notre incarnation. Si on avait pu, vous voyez, dans la même pièce pour faire ce podcast, ça aurait été encore plus génial parce que je crois beaucoup à la rencontre humaine en 3 dimensions. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du bouquin. Rencontrons-nous parce que oui. La rencontre fait tout. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Après, se mettre en lien, je crois qu'il y a une chose qui manque énormément, notamment peut-être dans les journaux, mais aussi dans l'éducation, c'est une explicitation de l'économie qui ne soit pas une explicitation d'un conflit de classe comme on le voit tellement sur les ondes, en opposant les entrepreneurs, les syndicats, les je sais pas quoi. Au fond, on est tous co-contributeurs dans une entreprise et c'est parce qu'on a chacun sa place et que moi je dis toujours un deal il ne se fait jamais sans l'équipe, évidemment. Et donc je crois que ça c'est un autre truc qu'il faut absolument arriver à faire changer, c'est comment est-ce qu'on arrive à expliquer l'économie autrement pour sortir de cette logique des oppositions stériles. Et après pour faire changer, moi je pense pour changer finalement, le changement, il passe par nous. C'est nous, en tant que personnes, qui devons changer. Il ne faut pas attendre que le monde change pour que notre vie change. Et donc, c'est comment est-ce qu'on accepte de se transformer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ça, pour moi, le plus grand pas qu'on a à faire, nous, tous, en tant qu'individus. J'ai été interviewée il n'y a pas longtemps sur Radio Classique et à la fin, il m'a posé la question « Qu'est-ce que c'est la réussite ?» Et j'ai répondu, et franchement, je ne change pas d'un iota, c'est que je pense qu'il ne faut jamais se croire arriver. C'est que on est en chemin, on est en transformation. Mais en revanche, faire advenir le bien, la joie, être porteur de joie et d'enthousiasme dans un monde qui est où, en fait, on pourrait passer notre temps à nous seriner du noir et du gris. Mais non, en fait, attendez, on a un réservoir de dingue de transformation. Parce que si on est capacité à véhiculer la joie, le sourire, l'enthousiasme, même dans des métiers hyper sérieux comme la finance, ça change tout. Donc c'est ça, c'est ça qui m'anime en fait. Eh ben, écoute, c'est une super façon de terminer, couleur orangée et bleue, pleine d'enthousiasme comme elles le sont, ces couleurs pétillantes, un peu aussi comme les nôtres. Et je crois qu'on partage vraiment cette envie d'ouvrir les vannes, de montrer que justement, bon, alors on peut quand même remercier la technique parce qu'on n'aurait pas pu faire ça. Évidemment, non, mais j'adore la technique. Oui. Il n'y a aucune technique là derrière. Et j'adore le podcast parce que j'adore la radio. Nous aussi. Et c'est vrai que là, ça nous a permis, promis, rendez-vous est pris pour aller se rencontrer, soit ici quand tu viendras, soit nous quand on ira sur Paris, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et chers auditeurs, vous avez entendu, changez vos lunettes, premièrement, pour regarder les choses autrement, mais peut-être aussi, changez-vous vous-même. Vous êtes en capacité de le faire. Camille, à toi. Exactement. Merci beaucoup, Élodie. Ce fut très riche. C'était intéressant de voir la finance autrement
que ce côté un petit peu austère. Et puis, très, très hâte de lire ton livre. D'ailleurs, on le communiquera en dessous de notre podcast. On mettra toutes les informations pour que nos auditeurs puissent aller le découvrir. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci à vous et à très bientôt. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.